J'ai coupé le moteur. Je suis resté assis là, dans l'allée, laissant le silence m'envahir. Avec 3 semaines d'avance, la saison des incendies de forêt s'était brutalement terminée avec l'arrivée des pluies, et on nous avait renvoyés chez nous depuis le Var bien plus tôt que prévu. Après 23 ans au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dont les 8 dernières années passées en renfort lors des déploiements estivaux, je n'étais jamais rentré plus tôt que la date prévue. La maison était plongée dans le noir, il était presque minuit. J'avais conduit d'une traite depuis le sud, 10 heures de route, avec l'envie folle de faire une surprise à Isabelle et à Léa. Ma fille devait sûrement dormir, mais j'espérais que ma femme soit encore réveillée, en train de lire au lit comme elle le faisait toujours quand j'étais en mission. J'ai récupéré mon sac de sport à l'arrière du pick-up et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La lumière du porche était éteinte, ce qui était étrange car Isabelle la laissait toujours allumée quand je n'étais pas là. J'ai tâtonné avec mes clés dans l'obscurité et, à ma grande surprise, la porte n'était pas verrouillée. Mon instinct professionnel a pris le dessus immédiatement. J'ai posé mon sac silencieusement et j'ai poussé la porte avec précaution. L'odeur de la maison n'était pas la bonne. Ce n'était pas une mauvaise odeur, mais celle d'une maison inhabitée, comme si personne n'était venu ici depuis des jours. Le salon était d'une propreté clinique. Trop propre. Isabelle n'était pas la personne la plus ordonnée du monde, et avec une enfant de 11 ans, il y avait habituellement des chaussures qui traînaient près de l'entrée ou les devoirs de Léa éparpillés sur la table basse. Là, il n'y avait rien. Je me suis dirigé vers la chambre de Léa au bout du couloir. La porte était grande ouverte. Son lit était fait au carré, de manière militaire, et ses peluches étaient alignées avec une précision chirurgicale. Léa ne faisait jamais son lit comme ça. Je l'obligeais à le faire chaque week-end avant mes départs, mais dès le lundi matin, c'était de nouveau le chaos. Ce lit n'avait pas été utilisé depuis plusieurs nuits. Mon cœur a commencé à s'emballer. J'ai vérifié notre chambre. Vide. Le lit était impeccablement fait. Le chargeur de téléphone d'Isabelle ne figurait plus sur la table de chevet et ses pantoufles n'étaient plus à leur place. J'ai sorti mon téléphone pour l'appeler. Ça a sonné 4 fois avant qu'elle ne réponde d'une voix pâteuse et confuse. « Marc, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? » Il y a eu un silence, beaucoup trop long. « Comment ça, qu'est-ce qui se passe? » Il est minuit passé. Je suis à la maison, Isabelle. Je suis dans notre chambre et tu n'es pas là. Où es-tu? Où est Léa? Tu es à la maison? Mais tu n'étais pas censé rentrer avant la fin du mois. Les feux sont éteints, je suis rentré. Où es-tu? Nouveau silence. Je pouvais l'entendre bouger, le froissement de drap. Je suis chez ma mère. Léa est ici aussi. Nous nous sommes installés ici la semaine dernière. Pourquoi? C'est compliqué, Marc. Est-ce qu'on peut en parler demain? Il est tard. À quelle heure as-tu couché Léa? Vers 21 h, pourquoi? J'arrive tout de suite. Marc, non, s'il te plaît, reste à la maison ce soir, on discutera demain matin. J'ai raccroché. Quelque chose clochait sérieusement. La mère d'Isabelle, Geneviève, vivait à Versailles, dans une grande propriété bourgeoise à environ 45 minutes au nord de chez nous. Isabelle ne supportait pas sa mère. Elle s'était à peine parlé depuis la naissance de Léa. Geneviève était une femme manipulatrice et autoritaire qui n'avait jamais pardonné à sa fille d'avoir épousé un pompier au lieu de l'avocat d'affaires qu'elle lui avait choisi. Pourquoi Isabelle passerait-elle une semaine chez elle? Je suis remonté dans mon véhicule et j'ai roulé. Les routes étaient désertes à cette heure-là et j'ai atteint Versailles en 38 minutes. La demeure de Geneviève était une immense propriété en lisière de forêt, un héritage de la vieille noblesse de Robe. Son défunt mari était un grand chirurgien. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lumière à l'étage. Je me suis garé dans la rue et j'ai remonté la longue allée de gravier. Cette fois, la porte était verrouillée. J'ai sonné. Rien. J'ai sonné à nouveau en maintenant le doigt sur le bouton. Une lumière s'est allumée dans l'entrée. Isabelle a ouvert la porte, vêtue d'un peignoir, les cheveux en bataille. Elle semblait amaigrie, beaucoup trop. Elle avait des cernes profonds sous les yeux. Marc, qu'est-ce que tu fais là? Il est presque 1 h du matin. Je veux voir Léa. Elle dort, tu la verras demain. Je l'ai poussée doucement pour entrer dans la maison.
Léa! Ai-je crié. Marc, arrête, tu vas réveiller ma mère. Je me moque de ta mère, je veux voir ma fille. Isabelle m'a attrapé le bras. Il y avait de la panique dans ses yeux, une peur réelle. S'il te plaît, ne fais pas ça, pas maintenant. Je l'ai regardée attentivement. Elle avait perdu énormément de poids, ses mains tremblaient et son regard semblait hanté. Qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je demandé calmement. Avant qu'elle ne puisse répondre, Geneviève est apparue en haut du grand escalier. À 72 ans, elle était d'une maigreur impressionnante, ses cheveux blancs tirés en un chignon sévère. Malgré l'heure, elle était entièrement vêtue, un pantalon à pinces, un cardigan en cachemire et son rang de perles. Marc, quelle surprise inattendue. Où est ma fille? Léa va parfaitement bien. Elle dort dans le pavillon de jardin, à l'arrière. J'ai pensé qu'il serait bon pour elle d'avoir son propre espace. Elle est à un âge charnière, vous savez, l'indépendance est cruciale. Le pavillon de jardin était une ancienne dépendance rénovée à une centaine de mètres derrière la maison principale. J'y étais allé une fois il y a des années, c'était glacial en hiver. Je me suis dirigé vers la porte de derrière. Marc, attends! A crié Isabelle. La voix de Geneviève a retenti, tranchante. Isabelle, laisse-le y aller. S'il veut perturber le sommeil de Léa et l'effrayer, c'est son choix. J'ai saisi une lampe torche dans un tiroir de la cuisine et je suis sorti. La température avait chuté, il devait faire environ 4 degrés. Ma respiration formait de la buée. Le pavillon était totalement plongé dans l'obscurité. J'ai traversé la pelouse, mes bottes crissant sur le givre. La porte de la dépendance était fermée par un cadenas à l'extérieur. Un cadenas. J'ai tiré dessus violemment. Léa! Léa, c'est papa. Rien. Léa, ma puce, tu m'entends? J'ai perçu un bruit, un faible gémissement, puis la voix de ma fille, faible et enrouée. Papa? Je suis là, ma chérie, je suis juste là. Papa, j'ai tellement froid. J'ai de nouveau forcé sur le cadenas, mais il ne cédait pas. J'ai regardé autour de moi désespérément et j'ai repéré un tas de bois. J'ai saisi une masse et j'ai frappé le cadenas de toutes mes forces. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il a fini par céder. J'ai ouvert la porte d'un coup sec. Le pavillon n'était qu'une pièce unique de 4 mètres sur 6. Il n'y avait aucun meuble, pas de chauffage, pas de lumière. Dans un coin, recroquevillée sur un simple matelas posé à même le sol, se trouvait Léa. Elle portait son pyjama, rien d'autre. Pas de couverture, pas d'oreiller. Je me suis précipité vers elle et je l'ai prise dans mes bras. Elle était glacée, tremblante de façon convulsive. J'ai ouvert ma veste et je l'ai serrée contre moi pour la réchauffer. Tout va bien, ma chérie. Je te tiens. Tu es en sécurité maintenant. Elle pleurait sans bruit, des larmes coulant simplement sur son visage. J'ai essayé d'être sage, papa. J'ai vraiment essayé, mais grand-mère a dit que j'avais trop de caractère. Elle a dit que les filles désobéissantes avaient besoin d'être redressées. Depuis combien de temps es-tu là? Depuis hier matin. Elle a pris ma couverture la veille. Elle a dit que le confort rendait les enfants faibles. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Une rage froide et terrible, pire que n'importe quel incendie que j'avais jamais affronté. J'ai porté Léa jusqu'à la maison. Geneviève se tenait sur le perron, Isabelle à ses côtés. Mais là dans la voiture, j'ai dit à Isabelle. Allume le chauffage, enveloppe-la dans la couverture de survie qui est derrière le siège. Isabelle a obéi immédiatement, prenant Léa dans ses bras. Notre fils s'est agrippé à sa mère un instant, puis s'est laissé faire sans un mot. Les mains d'Isabelle tremblaient tandis qu'elle s'éloignait. Je me suis tourné vers Geneviève. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle a souri. Elle a vraiment souri. J'ai enseigné à votre fille la discipline que sa mère n'a jamais su lui inculquer. Isabelle a toujours été trop molle, trop émotive. C'est pour cela qu'elle a fait de si mauvais choix. Léa prenait le même chemin. Elle a 11 ans, c'est l'âge idéal pour une correction. Plus tard, les dégâts auraient été permanents. J'ai consulté un expert, le docteur Fournier, un spécialiste du comportement de l'enfant. Il dirige un programme pour enfants difficiles.
Léa serait une excellente candidate. Vous avez enfermé ma fille dans une pièce non chauffée en plein mois de novembre pendant 12 heures. À peine de quoi lui causer du tort. Le docteur Fournier recommande des périodes d'isolement allant jusqu'à 72 heures pour les enfants vraiment rebelles. J'ai été très clémente. J'ai fait un pas vers elle. Elle n'a pas bronché. Si jamais vous touchez à nouveau à ma fille, si jamais vous lui adressez seulement la parole, je vous jure que... Vous ferez quoi, Marc? Je suis sa grand-mère. J'ai des droits. Et c'est Isabelle qui a amené Léa ici de son plein gré. Elle a signé les formulaires de consentement pour le programme du docteur Fournier. Je me suis retourné pour regarder ma femme qui se tenait près du véhicule avec Léa. Même dans l'obscurité, je pouvais lire la culpabilité sur son visage. Geneviève a continué d'une voix calme et posée. Isabelle comprend que parfois, une mère doit faire des choix difficiles pour le bien de son enfant. Léa devenait rebelle, elle contestait l'autorité. Ce sont les symptômes d'un problème plus vaste. Le docteur Fournier possède un centre où les enfants reçoivent l'intervention intensive dont ils ont besoin. Il faudra me passer sur le corps. Vous êtes en mission 8 mois par an, Marc. Vous n'avez aucune idée de ce qu'Isabelle endure. Elle se noie et je lui ai lancé une bouée de sauvetage. Le programme coûte 32 000 € par an, mais c'est moi qui paye. Tout ce qu'Isabelle a à faire, c'est de signer. J'ai fixé Geneviève un long moment, puis je suis allé vers mon pick-up. Léa était enveloppée dans la couverture argentée, ses dents claquant encore. Isabelle était assise à l'arrière avec elle, en pleurs. Sors de là, lui ai-je dit. Marc, je t'en prie. Sors de ma voiture. Isabelle est descendue. Je me suis installé au volant, j'ai verrouillé les portes et j'ai démarré. Dans le rétroviseur, je voyais Isabelle debout dans l'allée, éclairée par la lumière du Porsche. Elle était tombée à genoux. J'ai emmené Léa aux urgences de l'hôpital de Versailles. Ils l'ont admise en observation pour une hypothermie légère et une déshydratation. Une assistante sociale est venue. Je leur ai tout raconté. Ils ont appelé la police. L'officier qui a pris ma déposition était compatissant mais franc. Nous pouvons enquêter, mais si votre femme a consenti à ce que la grand-mère s'occupe de l'enfant et qu'il n'y a pas de preuve de violence physique au-delà de l'isolement. Elle a été enfermée dans une pièce glaciale pendant 12 heures. Je comprends monsieur, et je vais tout noter. Mais préparez-vous, ces cas sont complexes lorsqu'il y a un conflit parental. Il n'y a pas de conflit, Léa est ma fille et celle de ma femme. Si elle a autorisé ce traitement, la situation devient floue juridiquement. Je suis resté au chevet de Léa toute la nuit. Elle dormait d'un sommeil agité, criant parfois. Les infirmières disaient que c'était normal après une hypothermie. Je ne savais pas si c'était le froid ou le traumatisme. À 6 heures du matin, mon téléphone a sonné. Isabelle. J'ai décroché. Marc, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'elle l'enfermerait dans une pièce sans chauffage. Qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer en inscrivant Léa à ce programme? Ce n'est pas ce que tu crois. Le programme du docteur Fournier est officiel. C'est un psychologue diplômé. Le centre est agréé. C'est pour les enfants qui ont des troubles du comportement. Léa n'a aucun trouble. Elle a été difficile ces derniers temps, elle répondait, elle refusait de faire ses devoirs. Ta mère a dit. Geneviève n'est plus ma mère, c'est la tienne et elle est folle. Silence. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ai-je demandé. Ma mère m'a contacté il y a 6 mois. Elle a dit qu'elle faisait des recherches sur les programmes pour la jeunesse en difficulté. Elle m'a envoyé des articles, des études, les diplômes du docteur Fournier. Elle a dit que si nous intervenions maintenant, nous pourrions empêcher Léa de commettre les mêmes erreurs que moi. Quelles erreurs? Tomber enceinte à 23 ans. Épouser quelqu'un que ma mère n'approuvait pas. Abandonner ma carrière pour devenir mère au foyer. J'ai fermé les yeux. Tu ne crois pas vraiment ça. Je ne sais plus ce que je crois, Marc. Tu es toujours parti. Je suis seul avec Léa et elle devient difficile à gérer. Quand ma mère a proposé son aide, quand elle a dit qu'elle paierait le programme. Combien t'a-t-elle payé? Nouveau silence. Isabelle, combien? 32 000 € jusqu'ici.
Elle m'envoyait des virements mensuels. Le programme devait commencer en janvier, mais ma mère voulait que Léa fasse des séances préliminaires avant. Elle a dit que le docteur Fournier le recommandait. Et les séances préliminaires consistaient à l'enfermer dans une dépendance? Non, ma mère m'a dit que c'était juste des séances de conseil, 1 heure par jour. Je n'ai appris pour le pavillon qu'hier soir. Quand Léa n'est pas venue dîner, je suis allé la chercher et je l'ai trouvée enfermée là-bas. J'allais la faire sortir, je te le jure. Mais ma mère a dit que cela faisait partie du traitement, que je devais faire confiance au processus. Et tu l'as cru. C'est ma mère, Marc. Elle n'aurait jamais. La voix d'Isabelle s'est brisée. Je pensais qu'elle essayait de nous aider. J'ai regardé Léa, toujours endormie. 11 ans. Elle paraissait si petite. Je veux divorcer, ai-je dit. Quoi? Non, Marc, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller. On peut. Tu as vendu notre fille à ta mère pour 32 000 euros. Je ne l'ai pas vendue. J'essayais d'obtenir de l'aide. Elle était enfermée dans le froid, Isabelle. 12 heures. Elle est en hypothermie. Elle est traumatisée. Et tu le savais, tu l'as trouvée hier soir et tu l'as laissée là. Ma mère a dit. Je me fiche de ce que ta mère a dit. Je hurlais maintenant. Une infirmière a passé la tête par la porte. J'ai baissé la voix. Tu es son parent. Tu étais censé la protéger. J'ai raccroché. Léa s'est réveillée vers 8 heures. Le médecin l'a examinée. Elle était stable. Il la laisserait sortir après le déjeuner si sa température restait normale. Papa? La voix de Léa était minuscule. Oui, ma puce? Est-ce que maman vient? Je ne sais pas. Je ne veux pas la voir. Ni grand-mère. Tu n'auras pas à le faire. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a ajouté, il y a autre chose. Quoi donc? Dans la maison de grand-mère. Dans son bureau, il y a un meuble à dossier. Je l'ai vu quand j'y suis allé pour les toilettes une fois. Il y a des dossiers, plein de dossiers avec des noms dessus. Quel genre de noms? Des noms d'autres enfants. J'en ai reconnu certains de l'école. Et il y avait des photos. J'ai senti mon sang se glacer. Quel genre de photos? Des enfants qui pleurent dans des pièces comme le pavillon. Et il y avait des dates et des heures écrites dessus, comme des rapports. J'ai rappelé la police. Le même officier est revenu. Monsieur, je comprends que vous soyez bouleversé, mais nous ne pouvons pas perquisitionner une propriété sur la base de ce qu'une enfant de 11 ans a vu dans un classeur. Elle tient des registres, des photos d'enfants. Il n'y a pas que ma fille. Est-ce que Léa a dit que les enfants sur les photos semblaient blessés? Est-ce qu'on leur faisait du mal physiquement? Ils pleuraient. Ce n'est pas suffisant pour un mandat. Écoutez, je vais faire un rapport. S'il y a d'autres plaintes contre Geneviève et ce docteur Fournier, ça aidera. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de motif suffisant. Après son départ, j'ai réfléchi. Puis j'ai appelé un vieil ami des pompiers, parti à la retraite pour devenir détective privé. Luc est arrivé à l'hôpital 2 heures plus tard. 68 ans, bâti comme un ours, mais toujours l'esprit vif. Raconte-moi tout, a-t-il dit. Je l'ai fait. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a hoché la tête lentement. J'ai déjà entendu parler de ce docteur Fournier. Il y a eu des plaintes, rien de concret, juste des rumeurs. Des familles riches qui envoient leurs gosses dans son centre pour un redressement comportemental. Certains enfants en revenaient changés, éteints, soumis. Quelques-uns ne sont jamais revenus. Comment ça, jamais revenus? Officiellement, ils ont fugué ou ont été transférés dans d'autres programmes, ou envoyés dans des internats à l'étranger par leur famille. Mais il y a des bruits de couloir. Rien de prouvable. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans ce meuble à dossier. Luc m'a fixé longuement. Ce que tu me demandes de faire est illégal. Je sais. Si on trouve quelque chose, ce ne sera peut-être pas recevable devant un tribunal. Je me fiche du tribunal. Je veux que ça s'arrête. Il a acquiescé. J'ai besoin de quelques jours pour m'organiser.
Peux-tu mettre Léa à l'abri en attendant? Oui. Luc est parti. Léa est sortie de l'hôpital cet après-midi-là. Je l'ai ramenée chez nous, pas chez sa grand-mère. Isabelle m'a appelé 47 fois le premier jour. Je n'ai pas répondu. Le deuxième jour, elle s'est présentée devant la maison. Je ne l'ai pas laissée entrer. Le troisième jour, Luc a appelé. Je suis dedans, a-t-il dit. Geneviève est partie en voyage, elle a pris un train pour Monaco ce matin. Je suis dans son bureau. Marc, tu dois voir ça. Je ne peux pas laisser Léa seule, y a-t-il quelqu'un en qui tu as confiance? J'ai appelé ma sœur, Claire. Elle est arrivée dans l'heure avec ses 2 enfants pour distraire Léa. J'ai dit que je devais faire une course et j'ai foncé à Versailles. Luc avait crocheté la porte arrière. La maison était silencieuse et sombre. Il m'a conduit au bureau de Geneviève, une pièce lambrissée de bois avec une bibliothèque imposante et un bureau antique. Le meuble à dossier était contre le mur, Luc l'avait déjà ouvert. Il y avait 47 dossiers. 47 enfants. Chaque dossier contenait des photos, des rapports médicaux, des analyses comportementales. Les photos me rendaient malade. Des enfants dans des cellules d'isolement, des enfants en larmes, des enfants qui semblaient brisés. Certains dossiers comportaient des notes manuscrites de Geneviève, transférées au centre, niveau 3 intensif, non réactif aux méthodes standards, recommande intervention avancée, famille désengagée. Mais c'est le dernier tiroir qui m'a fait comprendre toute l'ampleur du trafic. Des registres financiers. Geneviève ne se contentait pas d'envoyer des enfants chez Fournier. Elle servait de recruteuse. Elle touchait une commission pour chaque famille qu'elle apportait, 3 500 € par enfant inscrit. Et il y avait des échanges de courriels entre elle et Fournier discutant de cas difficiles et d'enfants non compliants nécessitant des solutions permanentes. Un mail m'a glacé le sang, la petite Léa est prometteuse, haute intelligence, forte volonté. Ses traits sont précieux. Si la famille s'avère peu coopérative, elle pourrait être redirigée vers le programme alternatif. Nos partenaires étrangers sont particulièrement intéressés par les jeunes filles francophones âgées de 10 à 12 ans. Luc lisait par-dessus mon épaule. Seigneur. Il faut appeler la police tout de suite. On ne peut pas, c'est une perquisition illégale. Rien de tout ça ne sera admis. Alors on fait quoi? Luc a réfléchi. On photographie tout. Chaque page, chaque dossier. Ensuite on remet tout exactement comme on l'a trouvé et on trouve quelqu'un qui peut obtenir un mandat légalement. Nous avons passé 3 heures à tout photographier. Luc avait un appareil haute résolution et travaillait avec méthode. Une fois terminé, nous avons tout replacé. Luc a reverrouillé le meuble et la porte arrière. Nous n'avons laissé aucune trace. Dans mon véhicule, Luc a passé un appel. Sarah, c'est Luc. J'ai besoin d'un service. Oui, un gros. J'ai des infos sur un réseau de trafic d'enfants, potentiellement des dizaines de victimes. Je ne peux pas te dire comment je les ai eus, mais je peux te pointer dans la bonne direction demain. Parfait. Il a raccroché. Sarah Leroy, journaliste d'investigation au Monde. Elle a déjà fait tomber 2 réseaux de maltraitance. Si quelqu'un peut sortir cette histoire sans brûler les preuves, c'est elle. Nous avons rencontré Sarah le lendemain matin dans un café de Saint-Germain-en-Laye. J'avais apporté des copies imprimées des photos de Luc. J'avais passé la nuit à les organiser, créant une chronologie. Sarah était une femme d'une 40aine d'années, avec un regard acéré. Elle a parcouru les dossiers en silence, son visage s'assombrissant à chaque page. Finalement, elle a levé les yeux. « Où avez-vous eu ça? Est-ce que c'est important ?» a demandé Luc. Si je dois mettre ma carrière en jeu là-dessus, je dois savoir si c'est réel. Je lui ai tout raconté. Léa dans le pavillon, la complicité d'Isabelle, le recrutement de Geneviève, le programme de Fournier. Je vais devoir tout vérifier de manière indépendante, a dit Sarah. Parler à d'autres familles, obtenir des documents officiels. C'est une enquête de plusieurs mois. Nous n'avons pas plusieurs mois. Il y a des enfants dans ce centre en ce moment même. Alors on fait les deux. Je publie un article préliminaire pour forcer les autorités à agir, et je continue l'enquête pour le dossier complet. Elle a regardé Luc. J'aurai besoin de vos photos comme base de travail.
Je ne peux pas les utiliser comme preuve, mais je peux les utiliser pour savoir où creuser. Elles sont à toi, a dit Luc. Sarah a publié son premier article 3 jours plus tard. C'était un article méticuleux, sourcé et dévastateur. Elle avait retrouvé 6 familles qui avaient inscrit leurs enfants chez Fournier. 3 d'entre elles ont accepté de témoigner de leurs regrets. Leurs enfants étaient revenus traumatisés. Un garçon de 14 ans avait fait 2 tentatives de suicide depuis son retour. L'article nommait Geneviève comme recruteuse et citait des courriels que Sarah avait obtenus via une fuite au Conseil de l'Ordre des psychologues. La réaction a été immédiate. L'Ordre des psychologues a ouvert une enquête sur Fournier. La gendarmerie de Versailles, poussée par l'attention médiatique, a enfin obtenu un mandat pour perquisitionner la maison de Geneviève. Ils ont trouvé le meuble à dossier. Les 47 dossiers, les photos, les registres financiers, les met sur le programme alternatif. Le centre de Fournier a été perquisitionné 2 jours plus tard. Ils y ont trouvé 31 enfants. 8 venaient de la région parisienne, les autres de toute la France et même de Belgique. Les conditions étaient atroces, cellules d'isolement, nourriture insuffisante, maltraitance psychologique systématique. 3 enfants manquaient à l'appel. Les registres suggéraient qu'ils avaient été transférés vers des structures partenaires à l'étranger. Interpol a été saisi. Geneviève a été arrêtée et mise en examen pour mise en danger de mineurs, complicité de traite d'êtres humains et escroquerie. Sa caution a été fixée à 500 000 €. Elle a payé en 6 heures. Fournier, lui, a pris la fuite. Aux dernières nouvelles, il était au Costa Rica, luttant contre son extradition. Isabelle m'a appelé le soir de l'arrestation de sa mère. Je ne savais pas, Marc. Je te jure que je ne savais pas pour le trafic. Je pensais que c'était un programme sérieux. Tu savais pour le pavillon. Elle m'a dit que c'était une thérapie par l'isolement, que c'était une pratique standard, que j'étais trop protectrice si je m'y opposais. Et tu l'as cru. C'est ma mère. C'est une figure de la communauté, elle fait du bénévolat à l'hôpital, elle est au conseil d'administration de la bibliothèque. Comment j'aurais pu savoir? Tu aurais dû faire confiance à ton propre instinct. Tu aurais dû protéger notre fille. J'essayais de la protéger d'elle-même, pour qu'elle ne fasse pas mes erreurs. Quelles erreurs, Isabelle? Tu as une belle vie, une famille, une maison. Une vie que ma mère n'a jamais approuvée. Elle me disait tous les jours que je gâchais mon potentiel, que je m'étais piégé moi-même, que Léa montrait le même caractère rebelle et qu'il fallait la corriger avant qu'il ne soit trop tard. Alors tu l'as laissé torturer notre fille. Silence. Je veux que Léa revienne, a dit Isabelle doucement. Non. C'est ma fille aussi. Tu as perdu ce droit le jour où tu l'as laissée dans ce pavillon. Marc, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Une thérapie, je témoignerai contre ma mère, tout ce que tu veux. C'est trop tard. J'ai raccroché. Le divorce a duré 8 mois. Isabelle s'est battue pour la garde partagée. Je me suis battu pour la garde exclusive. Le juge a tout examiné, les rapports d'hôpital, les rapports de police, les articles de Sarah, l'aveu d'Isabelle disant qu'elle savait pour le pavillon. Le juge a tranché en ma faveur. Garde exclusive. Isabelle a obtenu un droit de visite supervisé de 2 heures chaque dimanche dans un centre médiatisé. Le procès de Geneviève a eu lieu l'année suivante. Sarah a continué son enquête. Elle a retrouvé 2 des 3 enfants disparus. Ils ont été secourus en Thaïlande dans un établissement qui se faisait passer pour une école internationale. Ils étaient traumatisés mais vivants. Le 3e enfant, un garçon de 9 ans nommé Lucas, n'a jamais été retrouvé. Sarah a publié son dossier complet 9 mois après son premier article. Elle a reçu des prix prestigieux pour ce travail. Plus important encore, cela a déclenché un audit national des centres comportementaux privés. 12 ont été fermés, 47 enfants ont été retirés de situations dangereuses. Léa a commencé une thérapie. C'était lent. Elle faisait des cauchemars, elle avait peur du noir et ne supportait pas d'être seule. Mais elle était résiliente. Les enfants le sont parfois d'une manière qui vous brise le cœur. 1 an après cette nuit-là, Léa m'a demandé si elle pouvait parler à sa mère en dehors des visites supervisées. Tu es sûr? Ai-je demandé. Je crois.
Ma psychologue dit que ça pourrait m'aider. Nous nous sommes retrouvés dans un parc, en terrain neutre. Isabelle avait apporté un album photo, des photos de Léa bébé, ses premiers pas, son premier jour d'école. Je veux que tu saches que je t'aimais, a dit Isabelle. Que je t'aime toujours. Ce que j'ai fait était mal. J'ai été faible et lâche, j'ai laissé ma mère me manipuler. Mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû te protéger. Léa l'écoutait sans dire un mot. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a continué Isabelle. Mais je veux que tu saches que ce n'était pas de ta faute. Tu n'étais pas une enfant difficile. Tu n'as jamais été une mauvaise petite fille. Tu étais parfaite, et c'est moi qui ai échoué. Léa a regardé sa mère un long moment, puis elle a dit « Merci de me dire ça ». Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début. Geneviève a été jugée 14 mois après son arrestation. L'accusation avait des montagnes de preuves. Les dossiers, les photos, les registres, les témoignages des familles et des enfants secourus. Sa défense a plaidé qu'elle croyait sincèrement en la légitimité du programme de Fournier et qu'elle avait été trompée autant que les autres. Le jury ne l'a pas cru. Elle a été reconnue coupable de 23 chefs d'accusation de mise en danger de mineurs, 6 chefs de complicité de traite d'êtres humains et 14 chefs d'escroquerie. Le juge l'a condamnée à 37 ans de réclusion criminelle. Elle avait 73 ans. Elle finirait probablement ses jours en prison. Je n'ai rien ressenti à l'énoncé du verdict. Ni satisfaction, ni colère, juste un grand vide. Léa, elle, a eu une réaction différente. Elle a pleuré, non pas par pitié pour sa grand-mère, mais parce que c'était enfin terminé. Fournier a fini par être extradé et jugé séparément. Il a pris 45 ans. Les membres du conseil d'administration de son centre ont été condamnés à des peines allant de 8 à 20 ans. Les 3 administrateurs qui géraient les abus au quotidien ont pris la perpétuité. Isabelle et moi ne nous sommes jamais réconciliés. Elle a fini par déménager à Bordeaux, pour s'éloigner le plus possible de sa mère et du scandale. Elle voit toujours Léa quelques fois par an, lors de visites encadrées. Leur relation est cordiale mais distante. Léa l'appelle Isabelle désormais, plus maman. 5 ans après cette nuit-là, je suis de nouveau rentré plus tôt de mission. Sarah Leroy a publié un article de suivi. Les enfants du centre Fournier étaient tous en thérapie. Certains s'en sortaient bien, d'autres luttaient encore. Lucas était toujours porté disparu. Mais l'enquête avait mené à la fermeture de 17 établissements similaires à travers l'Europe. Des centaines d'enfants avaient été sauvés de situations abusives. Léa, aujourd'hui âgée de 16 ans, s'épanouit. Elle a ouvert un blog pour partager son expérience et aider d'autres jeunes ayant survécu à des maltraitances institutionnelles. Elle veut étudier la psychologie à l'université. Pour aider les enfants comme moi, dit-elle, pour qu'ils n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu. J'ai regardé ma fille, si forte et courageuse malgré tout, et j'ai senti une immense fierté m'envahir. Ta grand-mère disait que le confort rendait les enfants faibles, lui ai-je dit. Elle se trompait. C'est l'amour qui les rend forts, et tu es la personne la plus forte que je connaisse. Léa m'a serré dans ses bras. Merci papa. Pourquoi? Pour être rentré plus tôt ce soir-là. Je repense souvent à cette nuit. Qu'est-ce qui se serait passé si les incendies ne s'étaient pas arrêtés plus tôt? Si j'étais rentré comme prévu 3 semaines plus tard? Est-ce qu'Isabelle aurait déjà officiellement cédé Léa au programme? Est-ce que ma fille aurait disparu dans les méandres de ce réseau? Est-ce que je l'aurais un jour revue? Je ne peux pas trop y penser, sinon je deviendrais fou. Au lieu de ça, je me concentre sur ce qui s'est passé. Je suis rentré. Je l'ai trouvée. Je l'ai sauvée. Et elle s'est sauvée elle-même en étant assez courageuse pour me parler de ce meuble à dossier. Parfois, je me demande si Geneviève ressent des remords. Si elle reste éveillée dans sa cellule en pensant aux enfants qu'elle a brisés, aux vies qu'elle a détruites. J'en doute. Les gens comme elle ne ressentent pas de remords, ils se voient comme des victimes des conséquences de leurs propres actes. Mais Léa, elle, ressent de l'espoir, et c'est tout ce qui compte. Le mois dernier, pour l'anniversaire de cette nuit fatidique, Léa et moi sommes retournés à Versailles. Pas à la maison de Geneviève, qui avait été vendue pour payer ses frais d'avocat, mais dans la forêt domaniale juste derrière. Nous avons planté un arbre, un chêne blanc. Il vivra 300 ans s'il est bien soigné.
pour Lucas, a dit Léa. Et pour tous les enfants qui n'ont pas eu ma chance. Nous sommes restés là un moment, à regarder le vent souffler dans les branches nues. Puis, nous sommes rentrés à la maison.